octaves de la musique, c'est une tradition maintenant. On s'adresse chaque fois aux professionnels du secteur pour pouvoir traiter un sujet qui les intéresse d'actualité. On a déjà traité le statut des artistes, l'évolution numérique dans le secteur musical. Je demanderai donc à chacun de fermer son micro, s'il vous plaît. Et cette fois-ci, il nous a paru important en période de Covid de traiter les métiers de la musique et le secteur musical et des questions sur son avenir et comment il avait vécu cette période de Covid. Donc, nous allons nous attacher à la fois à comment ça s'est passé depuis le début du Covid, comment ça se passe aujourd'hui et comment cela devrait ou pourrait se passer demain avec un Covid persistant. Et l'idée était d'avoir et de réunir ici plein d'acteurs du secteur de la musique à différents degrés, plutôt que des représentants de fédérations qui sont très louables et que nous saluons ici et qui ont l'occasion de rencontrer les autorités politiques et de faire connaître leur avis de manière médiatique aussi. On voulait avoir un peu des personnes qui se situent à différents lieux de la chaîne musicale, donc des artistes, mais aussi un organisateur de festival, un loueur de salles, un représentant des métiers des prestations techniques et aussi un représentant de l'autorité publique. Je les présenterai dans un instant. Je voudrais saluer aussi les différents partenaires. Je vous ai dit que les trois associations qui concourent aux octaves de la musique, ce sont les Jeunesses musicales, Point Culture et BX1, je les ai cités. Je voudrais aussi associer nos partenaires de toujours, que sont Fun Radio, la Ville de Bruxelles, la COCOF, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Loterie Nationale. Et j'y ajouterai des nouveaux venus, la Madeleine, à partir de cette édition, et Médor, qui nous a fait le plaisir d'abord de participer aujourd'hui à notre colloque, parce qu'ils ont enquêté sur le dossier, et aussi ils ont proposé à tous nos participants qui sont là un mois d'accès gratuit à leur site, ce qui permet d'avoir accès à 5 ans de tous les articles parus sur Médor, et notamment tous ceux qui concernent le secteur musical. Vous avez reçu un lien normalement par mail là-dessus. Si ce n'est pas le cas, vous le faites savoir de nouveau sur le chat, et Tiffany de Médor, qui est là, fera en sorte de vous faire suivre ce lien. Donc, je les en remercie pour cela. Alors, on passe à la présentation de nos panélistes. Nous allons écouter aujourd'hui donc Chloé Andriès, je parlais de Médor, qui est journaliste chez Médor et une des fondatrices du magazine Médor, et elle s'est chargée avec 2 autres journalistes de ce dossier sur l'état actuel du secteur des musiques. Nous avons Blanche qui est avec nous, qui est auteure et interprète. Merci d'être là. Aussi, merci à Nicolas Acten qui est avec nous, qui est l'autre artiste, mais qui est aussi baryton, claveciniste, qui sera avec nous, donc tout à fait dans un autre style et dans un autre type d'occupation musicale que Blanche. Nous avons Florent Leduc, qui est organisateur du festival francophone, qui est aussi membre actif du FACIR, mais c'est surtout en tant qu'organisateur de festival qu'on entendra. Nous avons Marc Agboton, qui est directeur entertainment à Brussels Expo. Lui, il se charge des locations de salles, notamment le Palais 12 et la Madeleine. Nous avons Pierre-Alain Bervel, qui est directeur de Step-in Live, qui remplace au pied levé Vincent Tempels, qui hélas ne peut pas être avec nous, mais ils partagent tous les deux pas mal d'activités de prestataires techniques et de régie. Et en plus, Pierre-Alain est à la base du mouvement NOPE, c'est-à-dire le représentant des non-subsidiés dans le secteur culturel. NOPE, c'est Together Let's Change NOPE in Hope Again for Our People. Voilà, excusez la prononciation. Et enfin, last but not least, le représentant politique prêt à essuyer à la fois toutes les critiques, mais aussi peut-être toutes les louanges, qui c'est Bernard Clairfailly, qui est ministre bruxellois régional donc de l'emploi et de la formation.
On sait que les problématiques culturelles et du secteur musical plus particulièrement, on sait que ça se retrouve dans plusieurs compétences de plusieurs ministres et de plusieurs gouvernements. Donc, on ne va pas spécialement attendre de sa part qu'il puisse nous répondre sur tous les éléments. On attend de sa part aussi qu'il ne renvoie pas toujours la patate chaude aux autres gouvernements et aux autres ministres, mais d'avoir une vision peut-être un peu plus globale, et il pourra nous répondre de manière plus précise aussi sur ce qui concerne le gouvernement bruxellois en tout cas. Voilà, j'espère que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit sur vous, ou si quelqu'un a quelque chose à ajouter parmi les panélistes, n'hésitez pas. Non, alors je propose qu'on commence tout de suite par Chloé Andriès, qui a donc réalisé cet état des lieux du secteur musical. Donc, je vous propose une première partie où nous allons faire un tour de table avec les panélistes, où je leur ai dit en un maximum de 3 minutes chacun, ils vont un peu nous dire comment a été vécue leur situation personnelle donc au moment de l'arrivée du Covid et maintenant où on en est à la deuxième vague. Dans le cas de Chloé Andriès, ce qu'on attend d'elle, c'est plutôt de nous dire dans son dossier journalistique qu'est-ce qu'elle a constaté en matière du secteur musical, qu'est-ce qu'elle peut nous faire comme constat. La parole est à vous, Chloé, pour 3 minutes. Oui, bonjour tout le monde. Donc nous, oui, chez Médor, on s'est intéressé au secteur musical pendant le Covid, mais vraiment l'idée c'était de faire un état des lieux sur une situation préexistante au Covid, dans laquelle d'ailleurs le Covid a été un déclencheur, un électrochoc, mais qui, sur une situation préexistante qui était assez, qui nous a assez effarés, je dois dire. En fait, nous, la question de départ, c'était de se dire, la musique, c'est quelque chose qui est omniprésent dans notre société, dans nos vies. C'est peut-être la culture la plus démocratique qui soit. Elle est partout dans nos vies, avec nos enfants, quand on est dans les bouchons, partout au magasin. Et comment ça se fait que le secteur musical, et en premier lieu les artistes, soient dans une situation de précarité aussi dingue, parce que c'est vraiment ce qui nous est apparu. Parce que voilà, je suis la première à intervenir, j'ai pas trop envie de casser l'ambiance, mais nous, ça a été vraiment le constat de base, c'est qu'au niveau des artistes qui sont en première ligne, vraiment, on est dans un système où on a interviewé plus d'une cinquantaine de personnes, dont une majorité d'artistes, de personnes qui nous disent tout le temps ça va, moi j'ai de la chance, je m'en sors bien, mais quand ils nous décrivent leur situation, objectivement, non, ils ne s'en sortent pas en fait. Et on est dans une précarité, je dirais même banalisée ou presque normalisée. Donc nous, par exemple, on a utilisé une formule de Fakir qu'on trouvait assez juste sur un musicien, c'est quelqu'un qui transporte 5 000 € de matos dans une bagnole à 500 €, qui fait 500 km pour toucher 50 € en jouant devant 5 personnes. C'est un peu ça l'état des lieux que nous, on a pu poser, y compris pour des groupes qui tournent beaucoup. Par exemple, La Jungle, qui est un groupe qui, d'ailleurs, je pense, a gagné les octaves de la musique dans sa catégorie. Voilà, ils sont allés partout et au final, c'est quand même un groupe qui est adepte, alors de façon choisie pour eux, mais du système D, un système D permanent. Et donc, on s'est dit, voilà, il y a les artistes et on va regarder un petit peu le secteur, de quoi il est fait, comment se fait-il qu'on est dans cette précarité instituée. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ça touchait tout le secteur. On n'est pas dans un secteur où on a quelques bandits qui exploiteraient tout le monde. En fait, il y a vraiment une précarité normalisée pour l'ensemble du secteur. Donc, c'est-à-dire que les artistes jouent avec des cachets qui vont entre 50 et 300 €, parfois 700, on peut aller jusqu'à 1005, mais ça ne va pas beaucoup au-delà. Dans des salles, on pourrait alors rejeter la faute sur les salles, mais en fait, les salles, souvent, sont des salles qui payent au lance-pierre parce qu'elles sont fauchées également. Elles sont peu nombreuses, avec des infrastructures pas toujours de qualité. On peut se dire, oui, mais c'est normal, c'est un petit pays. Mais quand on regarde chez nos voisins, les Flamands, ils ont un territoire qui est à peu près similaire. Ils ont un réseau beaucoup plus dense de structures, d'accueil. En Belgique, en francophone, on a 118 centres culturels, par exemple, et nous, on demandait, mais on a même pas, enfin, on a essayé pendant longtemps de comprendre qui était dédié à la musique, comment ça se passait, et en fait, il n'y a même pas 5, je pense, centres culturels qui sont dédiés à la musique. Alors, c'est parce qu'il n'y a pas de public, et donc là, on pourrait faire carrément une thèse sur pourquoi est-ce qu'on a un problème d'identité culturelle, de fierté, mais est-ce qu'il y a un problème au niveau de l'éducation? Ça, c'est aussi quelque chose qu'on aborde un peu en biais. Mais donc voilà, il y a les artistes, les salles, ensuite il y a le secteur. Quand j'entends secteur, c'est
tout ce qui est les métiers accompagnants, donc les managers, les bookers, qui eux aussi, alors ils sont dans une assiette financière réduite parce qu'il y a peu de possibilités de tourner. Et donc, quand on prend 10% de 300 €, ça fait quand même rien que 30 €, qui ont du mal aussi à structurer un secteur. Il y a un secteur qui a du mal à structurer, qui est aussi victime d'une lame de fond qui est en cours depuis la chute des ventes de disques, mais aussi le tout numérique qui a donné l'illusion que peut-être les managers sont des gens qui sont dispensables. Et là-dessus, on s'est intéressé à quelle est la politique culturelle et quelle est la volonté, comment ça s'organise. Et là aussi, on est dans la même, on va dire dans une précarité dont personne ne sort personne, puisqu'on a une technique de saupoudrage, en fait, au niveau des politiques culturelles, de saupoudrage. Donc, on donne un petit peu à beaucoup de monde, et c'est un peu ça qui ressort de l'ensemble du secteur. Voilà. Mais donc, c'est difficile de résumer en 3 minutes une enquête pour laquelle on s'est bien arraché. Merci Chloé. Je l'ai fait. En 3 minutes chrono, bravo. Merci pour cet état des lieux assez sombre, assez précaire. Donc, je note les cachets faibles, les salles peu nombreuses, les peu de centres culturels dédiés à la musique et du saupoudrage en matière de politique culturelle. Alors, je me tourne vers Blanche. J'ai dit auteur-interprète qui, au moment du premier confinement, eh bien, était sur le point de sortir un nouvel album. Donc, comment ça s'est passé pour vous, Blanche, cette première vague? Bonjour à tous. Alors, moi, ça fait 3-4 ans que j'avais débuté ce projet musical et que j'étais sur la création d'un premier album qui, justement, devait sortir en avril, qui est finalement juste sorti en mai. On l'a reporté d'1 mois. On a pris la décision de le sortir malgré le confinement. Toute la conception de l'album, j'étais OK. Il n'y avait pas encore de complications, mais pour ce qui est de la sortie, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de choses possibles. Donc, sortir un album, on a envie de faire des concerts, de pouvoir aller présenter ça à un public, d'aller faire des showcases, d'aller même sur place vendre des disques, faire des dédicaces, aller en interview, aller sur des plateaux, rencontrer des gens et faire vivre ce projet. Je voulais faire vivre ce projet sur lequel j'avais travaillé pendant 3-4 ans. Et là, c'était très compliqué parce que il y avait en fait, il n'y a pas de perspective. Donc, même si sur le moment, j'ai pu me débrouiller, c'est juste le manque de perspective. C'est d'accord, j'ai cette opportunité ici, je vais aller chanter. C'est vrai que j'ai par exemple été parfois faire quelques prestations à l'RTBF. Et sur le moment, ici, maintenant, c'est chouette de pouvoir partager ma musique, mais c'est à chaque fois des pas qui ne me permettent pas de voir quel est le prochain. C'est vraiment totalement flou. Et voilà ma situation à moi pour l'instant. Donc, personnellement, j'essaie d'avancer vraiment pour ce qui est l'art, mais sans perspective. Et à un moment, ça se bloque. Même la création, elle se bloque parce qu'on ne sait pas vers où on va. Et si l'intention n'est pas claire, quels sont les prochains événements, quel est mon but, qui j'ai envie de toucher, j'ai envie de faire des concerts, ok, mais c'est quand le prochain concert que je vais pouvoir faire? La création, il y a un truc qui se bloque. On ne sait plus pourquoi on le fait. Du coup, le truc ne tourne plus. Puis voilà, en gros, moi, comment je me sens pour l'instant, avec ce projet d'album qui est sorti il y a quelques mois déjà, que j'essaye tant bien que mal de faire vivre, mais très peu de moyens, que ce soit des moyens financiers ou des moyens physiques, de ne pas pouvoir aller vers les gens. Il y a ça, mais aussi, même si je voulais faire vivre l'album de manière digitale, sur les réseaux et tout, c'est aussi des choses qui ont un budget, des campagnes. Donc, c'est très frustrant. Voilà. Donc, pas de budget pour l'instant. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous, par exemple, comme auteur et interprète, est-ce que vous avez une aide? Vous avez obtenu des aides? Moi, je travaille avec, je suis avec une maison de disques qui eux, ont encore un fonds. Ce que j'ai eu comme aide, bon, déjà, j'ai la chance de faire un concert. C'est pas une aide vraiment, mais si, parce qu'à l'Ancienne Belgique, ils ont décidé de faire une relance. Donc, j'ai pu faire un concert à l'Ancienne Belgique le 11 septembre. Ils ont décidé de faire une relance où, je ne sais plus exactement précisément, mais où eux ne prenaient pas de bénéfices. Donc, ils ont en fait des dates à perte, quoi, pour pouvoir permettre aux artistes de pouvoir performer et au public de venir voir des concerts. J'ai aussi eu la chance de pouvoir faire une résidence à la sucrerie à Wavre qui a été permise parce qu'il y avait un budget dédié à la culture à Wavre qui n'avait pas pu être injecté. Donc, ils ont injecté dans des résidences pour artistes.
donc qui ont permis de payer les salaires de tous les techniciens et les musiciens et la salle. Et donc, j'ai pu faire une résidence de 3 jours de répétition. Ça, c'est des choses desquelles j'ai pu bénéficier. Merci, merci Blanche pour ce témoignage. Et on va tout de suite aller vers Nicolas. Je prends la parole. On voit qu'on t'entend plus, ton micro. Ton micro, Jean-Jacques. Comment ça s'est passé, Nicolas Acten, pendant cette période de Covid? Alors, j'ai un, j'ai un lien très, très intime avec ce virus. Déjà dès le départ, parce que j'ai pris la question personnellement très au sérieux quant aux enjeux sanitaires et quant à réfléchir à comment envisager traverser cette crise d'une manière sécuritaire pour pouvoir continuer au maximum à travailler, et notamment ma discipline principale, le chant, vu que le chant est considéré comme un super propagateur. Et je dis que j'ai un lien très intime parce que j'ai contracté le virus, j'ai passé presque 2 mois au lit très symptomatique, et j'en subis encore aujourd'hui beaucoup de symptômes après 10 semaines. Donc si je suis essoufflé un moment, ne vous inquiétez pas. Euh, voilà, donc mais les premières questions qui se sont posées, c'était donc savoir comment on pouvait, qui se sont posées vraiment, comment est-ce qu'on pouvait maintenir cette activité. Et, euh, et je me suis retrouvé très très vite embarqué par hasard aux côtés des fédérations. Et j'avais aucun lien avec toutes les fédérations du secteur culturel au départ. Mais au départ, sous le couvert d'artistes affiliés qui cherchaient à reguider les artistes isolés dans des situations problématiques face à plein de questions de précarité, etc. Et notamment dans le secteur de la musique classique, très peu de gens étaient fédérés à l'époque. Donc on a commencé avec plusieurs collègues musiciens une campagne dans ce sens-là. Je me suis retrouvé donc aux côtés des fédérations, et j'ai collaboré moi-même finalement pour aboutir à la création de cette UPACT, l'Union professionnelle l'Union des professionnels des arts et de la culture. Donc c'est le pôle travailleurs, donc toutes les fédérations qui rassemblent les travailleurs. Et sous ce couvert-là, je me suis retrouvé en interaction avec des politiques, mais aussi avec les virologues, et notamment au travail de l'homogénéisation des protocoles, qui étaient très très différents entre le nord et le sud du pays, avec des zones de flou, avec des choses qui, à mon sens, et ça s'est avéré être le cas, étaient plus contraignantes que nécessaire, d'autres qui n'étaient pas assez sécuritaires. Voilà. Euh, et puis voilà, on a vu sur le terrain, dans mon expérience, dans ce qu'ont fait les différents opérateurs, euh, des recherches de solutions. Et ça, j'ai trouvé quelque chose de plutôt encourageant. Il est évident que des grosses institutions ont pris ça, ont dû prendre ça au sérieux, mais surtout ont eu les moyens de mettre des choses en place. Ce qui était moins évident pour des plus petits opérateurs, moins informés, moins outillés financièrement. Et dans les initiatives qu'on a pu voir, il y a eu donc des investissements matériels, logistiques, comme ces fameux plexiglas pour isoler des chanteurs, pour les instruments à vent. Alors parfois qui sont des petits roll-up transparents qui, je pense, sont tellement petits qu'ils ne servent pas à grand-chose. Parfois moi j'ai pour le conservatoire de Bruxelles où j'enseigne construit 20 panneaux de 2,50 m sur 1,50 m qui s'emboîtent donc vraiment pour faire des gros écrans de manière à pouvoir euh, en fait sécuriser la pratique tant que possible. On a vu des initiatives comme au Chœur de Chambre de Namur aussi, qui allaient dans ce sens-là, beaucoup d'orchestres symphoniques aussi. Euh, j'ai expérimenté aussi pas mal la distanciation en concert, donc d'avoir le 1,50 m pour les instrumentistes, les 3 mètres pour les chanteurs. Et donc en fait c'est très très contraignant parce qu'on est confronté à des situations très très différentes de ce qu'on fait d'habitude. Et on a finalement des grands plateaux qui sont remplis avec 5 musiciens, donc c'est bien, ça remplit l'espace, mais ça implique des difficultés logistiques. On a même fait des mises en scène ou des mises en espace de concert distancées avec du mouvement en maintenant toujours ces distances.
Et ça a marché parce que j'ai fait un concert étant positif sans le savoir et personne de l'équipe n'a été contaminé. Euh, et on a vu aussi des initiatives par exemple, de maisons d'opéra de répéter avec des masques, combinés avec une stratégie de testing très très intensive, de manière à pouvoir, au moment d'une représentation ou d'une captation, euh, de pouvoir laisser tomber les masques sans créer un cluster. Vous demandez de Euh, conclure, Nicolas, oui, votre bien point de sûr, vue. bien sûr. Et bien entendu, bah, il y a énormément de freins qui ont déjà été évoqués, qui vont être évoqués, surtout ce côté incertitude quant à la mobilité internationale, les compromis par rapport à la distance, donc sur le côté artistique, l'inconfort des masques, et surtout tout ce côté improvisation, les annulations de dernière minute. Est-ce que le concert de la semaine prochaine va avoir lieu, les reprogrammations, mais ça donne lieu parfois à des choses positives, à des événements, à des concerts qui sont complètement spontanés. Je pense notamment à un petit festival qui a eu lieu à Bihir, dans un entrepôt non utilisé, où 3 concerts classiques par semaine, et même 2 concerts par jour, donc 6 concerts classiques par semaine pour des petites jauges, se sont finalement improvisés avec des gens de très très grande qualité. Et 2 mois de programmation ont été établis en 3 jours. C'est un truc jamais vu à mon sens. Merci Nicolas pour ce témoignage. On va passer à Florent Leduc, donc et son festival francophone qui lui est tombé juste entre 2 vagues, ou peut-être au début de la deuxième. Alors, comment ça s'est passé pour vous sur l'organisation du festival, sur la tenue du festival et la situation personnelle d'un festival et de ses participants? Merci pour l'invitation, Jean-Jacques, et pour les octaves. Bon, parler un peu de francophone, oui, mais avant, j'ai 2-3 choses de manière peut-être plus globale à reprendre sur ce qu'on évoque là depuis le début. C'est vertigineux le sujet. Il est vertigineux ce sujet sur la question de la musique et la situation de la musique, la situation des musiques. Parce que finalement, est-ce que les collègues en hip-hop aujourd'hui sont à la même enseigne que ce que tu viens de raconter, Nicolas, et est-ce que la façon dont les éditeurs, les labels s'embarquent dans des projets hip-hop à peine émergés, avec des gros budgets, versus ce qu'on peut rencontrer sur le terrain. Enfin voilà, il y a des réalités très différentes selon les secteurs musicaux dans lesquels on opère. Ça, c'est une chose. Petite blague aussi. Bon, le fameux adage, si tu as bien compris l'organisation de l'écosystème musical en Belgique, c'est qu'on te l'a mal expliqué. Et bravo Chloé, parce que ce que vous avez fait avec Médor, là, c'est un gros boulot justement de défrichage et de pédagogie. Et je dirais que moi, je crois qu'un des gros points positifs, si tant est, de cette situation, c'est qu'on a été amené à s'intéresser aux métiers des uns et des autres. Ce qui n'était pas le cas jusqu'alors. Chacun fonctionnait quand même pas mal dans sa bulle. Et de retrouver là sur ce panel aujourd'hui et sur les participants, je déroule les feuilles, je vois plein de visages connus, mais il y a plein de métiers qui se regroupent là autour du sujet et qui se sont fédérés entre eux. Et c'est des aujourd'hui à mentionner. Et on vient de loin, parce que moi, j'étais dans les premiers, dans les fondateurs du Fakir en 2013, donc cette fédération d'auteurs. À l'époque, on avait affaire à un collègue au cabinet de la ministre de la Culture qui disait que les talents musicaux en fédération Wallonie-Bruxelles, il n'y en avait pas assez que pour assurer une programmation conséquente en festival ou en radio. Donc, on vient de là aussi, et c'était il y a 7 ans. Donc, c'est l'âge de raison, je ne sais pas. Bref, beaucoup de chemin parcouru. On essaie de garder la vision positive des choses. Nous, francophones, voilà, festival bruxellois chaque année, mois d'octobre. On travaille avec une quinzaine de salles. Donc, on a été confronté à 15 réalités distinctes en programmant une quarantaine de concerts en français, d'artistes connus ou moins connus, mais tous aussi talentueux. On n'a jamais, et ça n'a jamais été aussi compliqué que ça d'organiser un festival qu'en 2020. Il a fallu des experts en haute couture, quoi. On tricote, on détricote, on retricote. C'était un boulot monstrueux. Et le fait d'avoir pu le tenir nous a donné du baume au cœur parce qu'on s'est rendu compte de la soif de concert et de la soif d'ensemble qu'avaient les gens. De retrouver des artistes sur scène qui sortaient de là, qui arrivaient en disant mais avec émotion, ça fait trop plaisir d'être là et de rejouer. De voir des collègues en technique qui avaient le sourire à brancher des câbles, à pousser des caisses et à qui ça manquait cruellement depuis des mois. Et puis le public, évidemment.
Donc le manque a ça de bon qu'il révèle ce qui est essentiel. Clin d'œil à nos amis politiques, et il n'y a pas que le kayak. Voilà, donc on a pris du bon à vivre ces moments-là, et ça nous porte encore aujourd'hui. Quand on voit les images du film d'après, parce que je suis francophone, on ne dit pas l'after movie, on essaie de dire le film d'après, ça nous émeut de voir que c'est possible d'être sur scène. Ça a été possible d'être sur scène en 2020. On a eu de la chance, on en est conscient. Et voilà, mais moi, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est de souligner que oui, c'est un secteur fragile, que la Covid a révélé la fragilité du secteur, mais qu'il y a aussi de la solidarité qui est sortie de là, intra-secteur. Entre nous, je pense qu'on est davantage solidaires. Et puis, je pense aussi de l'extérieur, c'est-à-dire que les gens se sont rendus compte de l'importance de la culture. Malheureusement, quand tu leur enlèves, on voit que c'est vraiment vital pour beaucoup, et ça motive à s'y replonger, à s'y plonger comme on le fait dans le contexte dans lequel on est. Voilà. Merci Florent pour ce témoignage. Marc Agboton, ça va être à votre tour. Donc Marc est directeur de l'entertainment chez Brussels Expo, donc il s'occupe des salles, notamment du Palais 12 et de la Madeleine. Donc comment ça s'est passé en temps de Covid, des salles fermées, comment est-ce qu'on se réadapte, comment ça se passe pour le personnel, quelles sont les relations avec vos clients habituels, c'est-à-dire les tourneurs et les organisateurs, à vous Marc. Merci Jean-Jacques, bonjour, bonjour à tous. Voilà, nous, notre situation, évidemment, c'est que depuis le 13 mars, en fait, on a eu nos dernières dates, que ce soit au Palais 12 ou à la Madeleine, en tant que date de concert accueillant du public. Donc nous, très vite, on a dû recourir au chômage temporaire Covid qui avait été débloqué par les instances gouvernementales, qu'on utilise encore massivement aujourd'hui, et je vous avoue finalement, malheureusement, vu le manque de perspective, qu'on intensifie, ou qu'on a encore récemment intensifié, d'autant plus puisque il y a la première phase de confinement, on était encore dans une perspective où on préparait la saison à venir, et on espérait une reprise dès le mois enfin, je vous avoue, dans les premiers mois, on espérait une reprise dans 2 ou 3 mois plus tard, et puis évidemment après au mois de septembre, et maintenant c'est encore reporté. Après, ce qu'on a malgré tout réussi à faire, ce sont des petites gouttes d'eau dans un océan, mais on a eu quelques concerts ou festivals digitaux qui sont enregistrés au Palais 12, notamment au mois de juin, on a eu le Swipe Up Festival, où on a encore aussi notre sponsor ING qui a fait 2 concerts digitaux qui nous permettent de quand même diffuser de la musique, d'accueillir des artistes dans nos salles et de faire vivre un minimum nos équipes et nos salles, mais ce sont que quelques malheureuses dates sur les nombreuses dates qu'on a eues. On a beaucoup souffert de l'assimilation de la musique, des salles de concert, des événements à des manifestations purement privées, non protégées, pas professionnelles et extrêmement propagateuses du virus. Ce qui finalement, après plusieurs mois de tergiversation et d'analyse, on se rend compte que si on organise les choses de façon professionnelle et encadrée, ça peut être tout aussi peu propagateur que de passer sa journée dans un parc d'attractions ou chez Ikea, ce qui a pu avoir lieu bien plus tôt que ce que nous, on a pu avoir dans les concerts. Donc, ça a été beaucoup d'attentes et finalement, pour nous, une grande perte de possibilités, puisque quelque part, je pense qu'on aurait pu faire des choses sans représenter un risque sanitaire trop élevé, et qu'on est passé à côté de cette perspective-là. Depuis le mois de septembre, maintenant, on commence à entendre parler effectivement de concerts et d'événements professionnellement encadrés qui nous permettent, depuis le mois de septembre, ou avant le deuxième confinement, et qui ont permis de rouvrir nos salles selon des protocoles très stricts, et avec finalement, je pense, aucun cas négatif qui a été avéré malgré la tenue de concerts. Malheureusement, on a aussi été impacté par voilà, le risque que ça encourait d'organiser malgré tout des concerts avec la période sanitaire qu'on a eue. C'est qu'on a toujours une épée de Damoclès en ce moment sur le fait de, si on essaie d'organiser quelque chose, il y a un risque que ce soit quelque part annulé à cause de questions sanitaires, et parfois au plus mauvais des moments. Donc, quelque part, les promoteurs avec qui nous discutons ne vont pas commencer à prendre des risques
à programmer des choses qui ont un risque d'être annulées et en plus dépendent souvent de tournées internationales en Europe où finalement on n'a pas, et on le voit encore très fort aujourd'hui, absolument les mêmes règles que ce soit en Belgique, aux Pays-Bas ou en France. On est parfois logé à des enseignes assez différentes, certainement au niveau des salles de concert, et qui fait que une tournée est quelque part pour l'instant improgrammable tant que le Covid sévit. Donc voilà, on a eu aussi tout un travail pendant le confinement, enfin après le confinement, donc à partir du mois de juin, de suivi de la législation belge en la matière de Covid, qui évoluait finalement toutes les 2-3 semaines. On se retrouvait avec des nouveaux arrêtés ministériels qui nous donnaient des nouvelles règles à laquelle on devait s'adapter, qui limite finalement avait un impact dans les 2 jours. Donc nous, on avait quelques journées seulement pour s'adapter, mais ce qui nous permettait, nous, en fait, en étant tout à fait réalistes, que de ne booker des concerts qu'un mois ou 2 mois plus tard, puisque planifier un concert dans des normes Covid sont forcément des concerts qui sont différents que les concerts qui étaient initialement programmés et qui sont des concerts qui doivent encore avoir tout le processus de mise en vente aux festivaliers ou aux détenteurs de tickets. Et donc, c'est forcément, ça nous met toujours, on avait toujours un temps de retard, quoi. Donc ça, on a eu beaucoup de travail là-dessus, d'essayer de s'adapter aux situations jusqu'au mois de septembre où les dérogations étaient possibles et la ministre Linard a été a été un levier permettant de rouvrir les salles assez important, puisque ça a permis de rouvrir les salles dans un protocole Covid qui était sanitairement safe. Et la ville de Bruxelles a aussi mis à disposition du secteur culturel un virologue et ses analyses avisées pour pouvoir ouvrir dans des conditions saines. Donc voilà, ça c'est un peu nos activités qu'on a eues jusqu'à maintenant. Merci Marc. On passe à Pierre-Alain. Comment se sont passés ces mois de Covid, je suppose, avec aussi beaucoup de chômage et très peu de travail chez vous, Pierre-Alain? Oui, bonjour à tous. Je vais faire mon possible pour remplacer Vincent Tempels qui m'a appelé hier pour me demander de le relever. Mais voilà, donc en gros, Stepin Live, régie technique et événementielle, je travaille entre autres régulièrement pour Marc, puisque nous assurons la direction technique de la salle du Palais 12 et de la Madeleine. Notre dernier concert, c'était effectivement avec Marc, et depuis le 13 mars, nous avons une perte de chiffre d'affaires de 95%. Alors, en termes d'emploi, ça a été assez violent chez nous. Au début de cette crise, nous avions 13 employés. Et fin septembre, malheureusement, j'ai dû licencier 10 personnes parce qu'on n'avait plus du tout les moyens financiers de pouvoir continuer à assumer tous ces salaires. Donc aujourd'hui, il me reste 3 employés. Ce qui est dramatique pour nous, c'est la perte des connaissances et des savoirs de toutes ces personnes, parce qu'on a mis parfois des années à former des personnes. Ce sont des métiers très techniques, très spécifiques, qui ne s'apprennent pas dans les écoles, qui nécessitent une mise à jour quotidienne des connaissances. Et toutes ces personnes-là qui sont aujourd'hui dans des situations très précaires, malheureusement, ce sont des gens qui, pour pouvoir arriver à vivre ou à survivre, vont sans doute devoir aller s'orienter dans d'autres directions. Donc, il me reste 3 employés, j'espère pouvoir les garder. Donc ça c'est la situation. Alors, en termes d'aide, moi, je suis peut-être ce qu'on appelle les sociétés techniques, on est la 3e ligne. La première ligne que tout le monde connaît plus facilement, ce sont les artistes, puis il y a les salles, marques, les organisateurs, les promoteurs, puis il y a la 3e ligne, ce sont les fournisseurs techniques qui travaillent. La 3e ligne, on est vraiment des gens de l'ombre de l'ombre. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que cette 3e ligne, elle est reconnue par pas grand monde. Et du coup, depuis le début de la crise, nous, on a eu de la région bruxelloise 2 aides. Donc ma société, j'ai touché en tout et pour tout 12 000 € d'aide depuis le début de la crise. J'ai les frais fixes actuels, sans compter les remboursements bancaires sur lesquels nous avons un moratoire, mais les frais fixes actuels incompressibles sont aujourd'hui de 20 000 € pour ma société tous les mois. Tous les mois, depuis le début du mois de mars. À un moment donné, j'ai de la chance, j'avais une société saine en début de crise, mais le bilan, il est assez clair. La faillite, elle est au bout du tunnel pour nous, surtout si la crise dure encore longtemps. Je vais faire vite. Au début de cette crise, au mois de mai, on a lancé chez Stepin Live, avec entre autres Vincent Tempels, le mouvement Your Culture, Our Future,
où il y a eu 14 000 signataires. Donc, c'était honnêtement, j'ai eu cette idée avec ma compagne qui a écrit le manifeste un soir. On s'est dit, il faut écrire une lettre. On ne s'attendait pas du tout à avoir 14 000 personnes qui signent ce manifeste, des personnes du nord et du sud du pays, que ce soit des musiciens, que ce soit des sociétés techniques, que ce soit… Enfin, le nombre de signataires est impressionnant, et de tous horizons. Et à la rentrée, au mois de septembre, je me suis engagé avec d'autres du secteur à créer la task force des prestataires et des organisateurs non subsidiés, parce qu'on s'est rendu compte depuis le début de cette crise qu'il y a un grand écart énorme entre les organismes subsidiés et les organisateurs privés non subsidiés ou les sociétés privées non subsidiées en termes de reconnaissance. Et ça, c'est vraiment depuis le début de la crise que ce que nous avons vraiment identifié comme étant un problème majeur, c'est la reconnaissance de quelles sont les personnes qui œuvrent dans le monde de la culture, de la musique, que ce soit des subsidiés ou non subsidiés. Comment reconnaît-on les gens? Qui a quel rôle? Moi, je suis considéré comme une société commerciale, ok, mais moi, je travaille dans la culture, je ne fais que de la musique, pour ainsi dire, et je ne fais plus rien, puisque plus rien n'est possible aujourd'hui, mais on me dit que je suis un commercial et que donc, voilà, je ne suis pas une entreprise culturelle. Donc voilà, ça c'est le grand écart et c'est l'analyse un peu de la situation pour aller très vite. Comme le disait Florent, je pense que le sujet est abyssal et il est sans fond. Merci Pierre-Alain, et je crois Bernard Clairfailly maintenant, c'est à votre tour. Je crois que ce serait intéressant de faire un point sur les aides qui existent, qui ont existé et qui existent, et peut-être déjà de votre part de répondre un peu à ce que vous avez entendu. Oui, bonjour tout le monde, merci de m'avoir invité. Alors moi, je suis ministre de l'Emploi en région bruxelloise, ça veut dire que je ne suis pas un grand spécialiste et je ne connais pas tout l'ensemble du secteur de la culture, ce n'est pas la matière dont je m'occupe principalement, mais enfin, je suis prêt à entendre tout ce qui se dit. Je vais, comme Jean-Jacques Deleu l'a dit tout à l'heure, je vais en prendre pour tous les politiques de ce pays et essayer de répondre à toutes les demandes que vous aurez. Et c'est bien le rôle et la nature du politique, c'est d'essayer de répondre aux enjeux de la société, et cette crise est un bouleversement gigantesque. Ce que j'entends d'abord, avant de répondre sur les choses qu'on a pu mettre en place à Bruxelles et qui sont certainement incomplètes, c'est, bon, on a entendu les mots tout à l'heure de Madame qui faisait le résumé de Médor, Madame Andries, la précarité, les enjeux de saupoudrage, on vient de parler maintenant d'absence de prévisibilité. Je crois que c'est ça la chose qui perturbe le plus, et tous les secteurs d'activité, la culture, mais plein d'autres aussi. Et c'est ce qui complique la tâche des politiques, de la gestion collective de cette crise, c'est l'imprévisibilité absolue. Quand on est parti au départ, on a cru qu'on aurait une petite vague ou vaguelette et que dès l'été ou après l'été, tout repartirait comme en 40. On est à la seconde vague, on ne sait pas très bien si on va s'en sortir, on nous fait craindre une troisième vague, on ne sait pas à quelle date ce vaccin sera là. Donc, la gestion de la crise est globalement, pour tous ceux qui en ont assumé les conséquences, aussi bien dans votre secteur qu'au niveau politique ou dans d'autres secteurs, est marquée par cette imprévisibilité. Et dans votre secteur, peut-être plus que dans d'autres, on a besoin de prévisibilité. Les programmations, elles se font des mois et des mois à l'avance. Les contrats, ils se font des mois et des mois à l'avance. Les concerts, les événements, ça ne se programme pas du jour au lendemain. Si demain, on dit que par miracle, il n'y a plus de virus, bah, les hôtels ou les restaurants ou les commerces, en quelques jours, ils vont devoir redémarrer. Dans votre secteur, ce sera encore plus difficile et encore plus compliqué parce que la programmation, ça se fera en des mois et des mois. La coordination de tous ceux qui doivent, à un titre ou à un autre, jouer un rôle sera particulièrement difficile. La crise, elle a révélé une série je dis ça souvent, elle a révélé des tonnes de tendances dans la société, hein, l'usage d'Internet pour plein de choses, le télétravail. Elle a aussi révélé plus particulièrement cette espèce d'éclatement des statuts des personnes qui travaillent dans le secteur de la culture en général et de la musique en particulier. Et en situation de crise, on n'a jamais le temps d'inventer de nouveaux mécanismes. On doit s'appuyer sur ce qui existe, aussi imparfait soit cela est. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'il n'y avait pas de reconnaissance générale de ce secteur. La question de statut d'artiste est constamment débattue et des réformes repoussées à plus tard. Enfin, on a vu les engagements du gouvernement fédéral, j'espère qu'on avancera là-dessus. Tous les partis formulent un titre ou un autre des propositions et beaucoup viennent du secteur aussi. J'espère qu'on pourra avancer ces questions-là. En région bruxelloise, ben, la première chose qu'on a fait, c'est
culturelles ou musicales, tous les sujets pour permettre d'assumer les conséquences financières de la nuit ou des événements, etc. Et puis on a décidé de donner une aide aux acteurs économiques. Je pense à la troisième vague qui vient de parler, au troisième secteur qui vient de parler. Des aides que la région bruxelloise a pu accorder à une série d'opérateurs économiques quelconques, quelques secteurs que ce soit, mais qui restent, et je dois l'avouer, en région bruxelloise, inférieurs à d'autres régions, notamment la Flandre a pu faire, parce que Bruxelles n'est pas aussi aisée financièrement que d'autres régions, et donc les montants qui ont été parfois accordés sont difficiles, mais la région a du mal à faire plus, même si une seconde vague d'aide est en préparation pour le début de l'année prochaine. Et puis, on a décidé de donner des aides aussi à une série d'artistes ou de techniciens du spectacle parce qu'on s'est rendu compte que les autres mécanismes mis en place ne fonctionnaient pas tous. L'accès au chômage était compliqué pour certains, une série d'aides ne fonctionnait pas, et la région bruxelloise, un peu au-delà de ses compétences, a instauré une aide, je dirais, supplétive aux artistes et techniciens du spectacle, tous ceux qui n'avaient pas reçu une aide à un autre niveau et qui étaient arrivés à des niveaux de revenus beaucoup trop faibles, ont pu avoir une aide que dans mon département a pu distribuer au départ de Actiris. Donc on a une première vague d'aide, une première série d'aides données pour la période de mars à mai, deuxième pour la période de juin à septembre. C'était des montants de 1500, 1000 et 500 euros selon l'importance de vos revenus, hein, d'autant plus que vous aviez peu de revenus. Ces montants étaient dans la deuxième vague de 500 euros, donc 2000 euros, 1500 ou 1000 euros. Ça a permis d'aider sur les deux vagues d'aide. On a donné environ 1850 personnes. Donc voilà, c'est une série de personnes qui n'avaient pas obtenu d'aide à un titre ou à un autre. Ce n'est pas la solution optimale, mais c'est ce que la région a pu dégager pour un montant de près de 3 millions d'euros, 2 700 000 euros. Structures aux ASBL, aux petites structures, pas les grandes qui avaient le subside récurrent, régulier, à toutes les petites structures ASBL qui ont une aide de 2 000 euros, 2 fois 2 000 euros pour chacune des deux périodes. C'est un montant total d'un plus de 2 millions qui ont donné à des petites structures ASBL pour tenir le coup, celles qui avaient moins de 5 équivalents temps plein. Voilà ce qu'on a pu mettre en place rapidement à Bruxelles, mais bon, je sais bien que ça ne résout pas l'ensemble des difficultés de ce secteur, et dans tous les autres secteurs qu'on a été amené à aider non plus, hein, on ne s'est pas remplacé partout le chiffre d'affaires qui a disparu en raison de la crise. La mesure de relance est évidemment la virus et la reprise des activités, mais votre secteur aura peut-être plus particulièrement besoin d'un soutien qui durera plus longtemps en raison des besoins de prévisibilité, du temps nécessaire pour une reprise complète des activités dans le secteur. Voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Voilà. Merci Bernard Clairfailly, et d'avoir relevé le gant aussi, comme on le disait tout à l'heure. Je crois que Pierre-Alain peut-être serait bien peut-être de répliquer au ministre, puisque c'est vous qui finalement vous retrouvez avec des licenciements alors qu'il y a une possibilité de chômage économique. Qu'est-ce qui fait que finalement que la réponse du chômage économique ne suffise pas et qu'aujourd'hui on est obligé de licencier dans certaines entreprises qui sont dans le secteur musical? D'abord, effectivement, j'ai encore des gens qui sont au chômage temporaire. Donc, il y a plusieurs choses. Le chômage temporaire sur du long terme est très compliqué pour des employés parce qu'il est plafonné. Il est à 70% de leur revenu net. Donc, à un moment donné, demander à des gens de tenir au long terme, parce que nous parlons de long terme, hein, on s'est arrêté au mois de mars. Je sais que ça fait partie de la suite de votre discussion, mais c'est difficile de parler de finances sans aborder. Nous sommes dans la projection et nous voyons si le virus est maîtrisé, bon, beaucoup de si, mais les plannings des salles se remplissent à partir septembre-octobre 2021. Notre agenda, c'est octobre 2021. Donc, je suis confronté à des employés, les 3 qu'il me reste, qui doivent encore vivre 1 an avec un chômage qui est à 70%. Donc, ça, c'est une première chose. Pour ceux qui sont encore employés, c'est très difficile d'arriver à garder une qualité de vie à ce stade-ci, en sachant qu'ils ont un emploi. Ce n'est pas qu'ils sont sans emploi, ils ont un emploi. Ils sont juste empêchés de travailler. Pourquoi j'ai dû licencier? Mais c'est très simple, c'est que, et là c'est compliqué parce que les
les informations qu'on reçoit des différents niveaux de pouvoir du pays ne sont pas très claires en termes de coûts. Et aujourd'hui, fin septembre, on a pris la décision de licencier parce que un employé, y compris un employé au chômage, reste un coût pour une entreprise. Et moi, licencier personnes que j'ai dû licencier, ça m'a coûté quasi 30 000 euros. Donc, à un moment donné, je ne peux pas, sans le moindre revenu, en ayant des revenus fixes des frais fixes d'autant tous les mois, continuer à générer des dépenses au sein de l'entreprise alors que je n'ai pas le moindre revenu. Donc, c'est une question d'équilibre. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai maintenu ces personnes jusqu'en septembre alors que je savais déjà en avril-mai que nous n'aurions plus rien avant très longtemps. Je les ai maintenus jusqu'à fin septembre pour qu'ils aient un accès au chômage, pour qu'ils aient le minimum requis pour avoir droit au chômage. Et ça, de nouveau, moi, je l'ai fait pour suppléer l'État qui n'est pas capable de leur garantir le chômage à ce moment-là, puisque la loi qui est passée mi-juillet n'était pas encore très claire dans son application et que l'ONEM ne joue pas toujours vraiment le jeu à ce niveau-là non plus pour les sans-droit et les personnes qui ont beaucoup de difficultés à accéder au chômage actuellement dans le métier. Merci pour votre franchise, Pierre-Alain, et votre transparence. C'est intéressant de savoir aussi ce qui se passe de manière très concrète. Vous pouvez évidemment, tous les participants, poser des questions via le chat, n'hésitez pas. Je propose de faire notre second tour pour la deuxième partie, qui est la logique et la suite de ce qu'on a dit. Comment ça pourrait se passer à l'avenir? Comment voyez-vous la situation à l'avenir? Blanche, je vais recommencer avec vous ce tour de table. Comment vous voyez créer demain dans la situation d'aujourd'hui? Est-ce que vous voyez un avenir? Vous voyez vous disiez tout à l'heure, vous étiez parfois bloqué parce que vous ne saviez pas où aller. Je vous écoute. Oui, c'est assez dur. Enfin, ouais, me dire, OK, en fait, stop, d'essayer de me dire quand est le prochain concert, est-ce que ce sera possible, pas possible, de créer des choses de mon côté avec les moyens que j'ai. Mais le problème, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est ne pas savoir quand et si je vais pouvoir un jour partager ça. C'est très, ça coupe toute créativité. Moi, le futur, j'espère juste que la demande va être énorme, enfin, que les gens vont avoir ressenti ce manque et qu'il y aura vraiment une envie et une revalorisation de la culture et que les gens vont venir, vont aller à beaucoup plus de concerts, etc. Enfin, ça, mais c'est plus, voilà, moi, j'ai que des trucs sous forme d'espoir. Enfin, j'avoue que voilà, je ne saisis pas. Je n'arrive pas à saisir ce qui se passe, ce qui va se passer. Donc, je ne peux que dire la vérité de ce qui se passe dans ma tête, qui est je ne sais pas sur quoi me baser. Alors, j'essaye de me rebaser vraiment sur l'essentiel en tant qu'artiste, qui est l'art. Mais bon, c'est aussi mon métier, donc je dois aussi pouvoir en vivre. Et j'essaye d'éloigner un peu ces questions qui restent dans un coin de ma tête, qui ne permettent pas une liberté totale, même dans la création, quoi. Donc, j'en sais trop rien. J'essaie juste de, moi, personnellement, travailler sur mes projets, avancer sur des idées que j'aurais. Je développe des choses à mon échelle, mais… Est-ce que vous pouvez créer sans aller au concert ou sans aller au théâtre, comme c'est la situation aujourd'hui? Non, c'est ça pour moi aussi, créer, c'est pouvoir expérimenter des choses, être sur scène, tester des choses, voir ce qui ne fonctionne pas, aller à la rencontre des gens, discuter, expérimenter. Moi, je suis qu'au tout début de mon expérience musicale et c'est censé se faire en ayant des concerts, en ayant des contacts, avec toute cette expérimentation qui fait que je peux me construire en allant aussi voir des pièces, voir des films, aussi de bénéficier du reste du secteur culturel. C'est ça qui se nourrit. Ce sont toutes des choses qui sont assez compliquées pour l'instant, tout simplement. Je suis un peu perdue, j'ai du mal à tenir un discours très clair. C'est juste que oui, voilà, je ne sais pas. Je crois que le message est clair, en tout cas tout le monde l'a compris. Je voudrais signaler qu'à un moment donné, vous vous éclipserez. Merci d'avoir participé de toute façon à cette première partie de notre colloque. Je passe à vous, Nicolas. Et vous, comment vous voyez l'avenir? Est-ce que vous voyez plus rose que celui de Blanche ou bien vous avez l'impression que c'est bloqué aussi, que c'est un peu flou pour vous? Flou, ça l'est inévitablement, mais j'essaye de voir les choses de manière constructive. Et comme l'a souligné Monsieur Claire-Failly,
la crise de la Covid a révélé des dysfonctionnements, a révélé à l'échelle de toute la société des choses qu'on savait être là, mais dont on ne mesurait pas forcément l'ampleur. Et j'essaye de... Enfin, je pense qu'à terme, on va en sortir avec quand même des perspectives constructives, que ce soit par exemple pour le statut d'artiste, parce qu'enfin on parle de ce statut dans le fond, et il y a un vrai travail qui se fait à ce niveau-là, mais ça fait quand même maintenant quelques années que beaucoup de réflexions sont lancées sous forme de colloques, sous forme de tables rondes sur les modèles de consommation de la musique, et notamment de la musique classique, donc qui est mon secteur, qui est un secteur qui est menacé de devoir se réinventer parce qu'il faut renouveler le public, mais est-ce vraiment le combat? Est-ce qu'il faut toucher les jeunes? Est-ce qu'il faut investir dans les jeunes qui vont être les vieux de demain, qui vont être les consommateurs de musique classique parce que c'est une culture élitiste? Bon, je rentre dans les gros clichés là. Mais en tout cas, ce sont des questions qui étaient sur la table, et je me dis que ce qu'on vit maintenant va nous obliger à y répondre, va nous obliger à donner des pistes concrètes. Et dans les pistes que je vois et que je vois se dégager, il y a la question du développement du circuit court. Et là, c'est pas que pour la culture. Et on a un vrai problème en Belgique, notamment en Belgique francophone, c'est qu'on n'est pas assez chauviniste. C'est que des talents équivalents à ce qu'on a chez nous en France auraient une visibilité, seraient beaucoup plus bankable que ce qu'on peut faire ici en Belgique. Il est très difficile pour les artistes, notamment en Fédération Wallonie-Bruxelles, de tourner en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les tailles des jauges, mais tout ça, c'est aussi des choses qu'on peut remettre en question. Le format de concert, la proximité, voilà, l'expérience du concert est à repenser. Et là, peut-être qu'on a une opportunité de faire ça. Pour le moment, il y a plein de palliatifs qui sont en place avec le digital, avec le streaming. Alors, c'est chouette, ça peut donner des belles expériences. Je ne pense pas que ça va remplacer, j'espère pas que ça va remplacer l'expérience du live. Mais si c'est un complément, si c'est quelque chose qui permette à la culture de s'exporter, de toucher des publics qui simplement autrement n'iraient pas au concert ou ne pourraient pas aller au concert. Voilà, ça peut être un outil extrêmement précieux. Et pour conclure, je dirais que tout ce qui peut se dégager ça a été évoqué aussi, de solidarité, de pistes. J'ai eu un échange hier, par exemple, avec un ami qui est dans le monde de la nuit, qui essaye aussi avec la Fédération du monde de la nuit, de trouver des perspectives. Comment est-ce qu'ils peuvent reconcevoir les choses, etc. Il y a des pistes de solutions qu'eux envisagent qui peuvent nous être aussi tout à fait profitables, mais pas forcément uniquement pour sortir de cette crise Covid, mais simplement pour avancer plus loin. Et moi j'ai commencé ma carrière en discographique en 2008, donc vraiment octobre 2008, la crise, le crash boursier. Donc depuis le départ, j'entends 10 ans plus tôt, ça aurait été tellement plus facile pour les budgets. Voilà. Maintenant, on a une autre crise qui va avoir des conséquences, mais pour des années, c'est évident. Et on doit trouver des solutions pour survivre à cela. Voyons ça comme une opportunité. Oui, merci Nicolas. Chloé, je vais peut-être vous demander à ce stade, parmi cette cinquantaine de professionnels du secteur musical que vous avez rencontrés, quels étaient leurs espoirs, quelles étaient leurs idées d'avenir? Est-ce qu'il y a des projets qui sont sur la table de leur côté? Est-ce que vous avez entendu ça? Oui, alors c'était assez intéressant parce que nous, on a fait notre article pendant un confinement, en fait, enfin, plus ou moins, on ne sait jamais si on est encore confiné, quand est-ce qu'on l'est plus. Mais quand je vous disais tout à l'heure, ce qui est fou, c'est que la situation est peut-être
très précaire, mais en même temps, il y a beaucoup d'initiatives. Et là, j'entends en fait ce qu'on entendait dans les participants à notre enquête, cette volonté d'aller de l'avant, etc. Et nous, c'est vrai qu'on a, dans nos discussions avec les artistes, mais aussi les structures, eu à chaque fois quelque chose qui revenait, qui était « Ok, ce Covid nous a peut-être électrocutés, mais au moins, aujourd'hui, on sait qu'on doit se fédérer. » J'entendais tout à l'heure un intervenant qui disait, voilà, si tu as compris l'adage, si tu as compris quelque chose, c'est qu'en fait, tu n'as rien compris. C'est vraiment ça. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans un secteur où il y a un vrai flou à la fois pour l'artiste qui ne sait pas vraiment à quelle porte il doit taper pour s'en sortir et pour développer son projet. Il y a aussi les structures, que ce soit les festivals, les lieux, qui ont du mal à se fédérer. Et pendant le Covid, quand même, il y a toute une série d'unions et de fédérations qui se sont créées. Il y a eu la fédération des managers et bookers unis, la fédération des festivals. Il y a vraiment toute une série de fédérations qui se sont créées. Et ça, c'est quelque chose qui avait émergé, je pense, il y a déjà quelques années auparavant, notamment parmi les structures d'aide aussi, qui elles-mêmes ne sont pas forcément toujours très structurées, mais qui depuis quelques années essayent de se structurer. Donc ça, c'est un premier point, en tout cas, qui est en pleine évolution. Nous, c'est ce qu'on a remarqué, c'est cette volonté de se fédérer. Après, donc nous, on a discuté avec Bénédicte Linard, la ministre de la Culture et des médias aussi, puisqu'on a parlé quota notamment. Et elle, quand on lui disait, bah voilà, c'est un secteur qui est quand même sous-financé, donc nous, c'était sur les musiques actuelles, mais il faut savoir que le Covid a peut-être révélé des choses, mais il révèle avant tout aussi un secteur qui est sous-financé. Les musiques actuelles, par exemple, rien que si on compare avec le théâtre, c'est 4,5 millions d'aide contre environ 40 millions pour le théâtre. Et donc, le théâtre est donc un secteur qui est davantage structuré. On voit aussi qu'il y a beaucoup d'artistes musicaux, de musique actuelle, qui finissent, entre guillemets, au théâtre, où ils continuent à être musiciens, mais entre guillemets, pas sur la bonne scène, sur une autre scène. Et donc, Bénédicte Linard était visiblement, en tout cas, conscient de ça, et nous a évoqué le fait de revaloriser, en tout cas, que l'assiette dévolue aux musiques actuelles serait revalorisée, avec une volonté d'offrir du temps. Parce que je crois qu'on est là-dessus aussi, c'est de ça que tout le monde parle. Il y a un besoin de reconnaissance, l'idée que chacun se demande s'il est bien dans la bonne case, avec un secteur qui a peut-être été, alors c'est des choix politiques aussi, et nous, on est là plutôt pour faire des constats, mais en tout cas, aujourd'hui, le choix politique n'a pas encore été fait, donc il y a des choses qui sont en train d'être mises en place, mais c'est quand même un secteur qui reste sous-financé, et offrir du temps pour créer. Donc il y a l'idée qui est sur la table de travailler sur le statut d'artiste, dans cette logique de permettre de créer ou de ne pas créer. Et je pense que c'est ça aussi qu'on voit là dans tous les témoignages qu'on a entendus tout à l'heure, ce besoin aussi d'avoir du temps. Merci Chloé, je crois que c'est voilà, quelques idées à retenir. Florent, de votre côté, avec une vue prospective, qu'est-ce que vous voyez comme chose urgente à mettre en place? Oh, bien malin, bien maligne, celle ou celui qui peut dire quoi, hein, mais pour résoudre la solitude, le projet d'avenir, c'est de rester au maximum dans les réseaux, dans les fédérations et raisonner collectif, le jouer collectif. Moi, en fait, je considère que la solution, c'est la culture. C'est la culture, la solution. Là, on est en train de raisonner sur des aides, entre guillemets, à la petite semaine, mais il faut un vrai plan, d'investissement sur le commun. Parce que nos boulots, nos métiers, là, tout ce temps qu'on est, c'est de faire du commun. Et ce n'est pas d'hier la crise sur le problème du commun, c'est la crise sanitaire, mais avant, il y a la crise sécuritaire. Moi, je suis né en 75, il y a un album de Supertramp qui s'appelle Crisis, What Crisis. La pochette de cet album, c'est un type avec son cocktail sous un parasol devant des usines en crise. Crisis, what crisis, en 75. Donc, ce n'est pas d'hier. Et je pense que l'investissement dans la culture, l'investissement dans le commun, l'investissement dans le bien-être mental, et on sait que c'est des ressources économiques fortes qui sont générées par la culture, les retombées, tout ça.
bref, pour moi, finalement, l'avenir, c'est la culture, c'est nos métiers aussi. Et d'abord, après, concrètement, il y a le fait de réfléchir autrement. Il faut penser en dehors de la boîte. Au niveau des artistes eux-mêmes, oui, le live, et le collègue Darlon le mentionne, le live est une des clés de voûte de l'économie de nos métiers. Bah oui, ceci dit, le live, s'il n'est pas possible en ce moment, pour les artistes, il faut peut-être le raisonner autrement, penser, revoir son planning, raisonner sur de la vidéo, raisonner sur de la création différemment, revoir des formules de live. Je pensais avec les collègues de court-circuit, de la plateforme des musiques actuelles en Fédération Wallonie-Bruxelles, on s'alimente aussi de revues de presse et on est en veille permanente sur ce qui se passe. Il y a de l'autre côté de la frontière, à Dunkerque, il y a la salle des 4 Écluses, ils organisent des concerts click and collect, où en fait le groupe joue juste devant la salle et le public achète pour 15 minutes de concert et il déboule à 4-5 personnes pour voir un concert. Alors, je suis d'accord que ce n'est pas viable, ce n'est pas subsidié. Et là, Pierre-Alain, on s'entend bien on est du bon côté de la chaîne alimentaire, nous, avec nos subsides, aussi bien jeunesse musicale, francophone, les octaves. On a cette affaire de culture financée et on a besoin de sociétés comme la tienne pour que ça tourne. Donc, c'est un écosystème et on ne peut pas avoir une troisième ligne et une première qui résonnent différemment. Tout est lié. Mais il y a des idées à aller chercher dans les réseaux, dans la veille dans le sens veille active de ce qui se passe. Maintenant, ça demande de l'énergie, ça, et ce n'est pas toujours facile à trouver. C'est pour ça qu'on raisonne sur le collectif aussi, parce que tout seul, on ne peut pas bouger les montagnes. Ça rejoint les 14 000 signatures qu'il y a eu sous cette initiative du départ, quoi. On se rend compte que le collectif, il est en demande d'alimentation. Maintenant, je dis tout ça et en même temps, dans mon métier, il y a une asso qui s'est créée qui s'appelle Feed the Culture, Nourrit la culture. Et c'est une épicerie solidaire pour des collègues, des artistes qui, tous les samedis matins, vont chercher de la nourriture gratuitement, anonymement, parce que c'est difficile à affronter comme réalité, de plus être capable de subvenir à ses besoins alimentaires. Et je ne pensais pas, dans mon métier, tomber un jour sur cette réalité-là. Donc, voilà, Feed the Culture, c'est une réalité de difficultés qu'on peut rencontrer. Donc, voilà, et de l'argent, il y en a. L'argent, il y en a. Il y a un problème de répartition aussi. Le streaming, aujourd'hui, on a créé des nouveaux géants et Spotify, et l'argent, il est là. Mais regardez les pourcentages qui reviennent réellement, la diversité de revenus qui est générée. À qui va l'argent de Spotify? C'est une petite élite. Donc, il est fort le capitalisme aussi dans ce fonctionnement-là. Et si j'écoute pendant des heures ou des jours l'artiste local que j'aime, ça ne va pas changer ses revenus sur Spotify qui vont rester peanuts, tandis que Rihanna, elle va augmenter ses droits parce qu'elle va augmenter ses revenus parce qu'il y a des gros deals entre les majors et les grands artistes. Donc, voilà, c'est cette question de biodiversité musicale. Et je crois que ce thème-là, c'est un peu la baseline de francophone. Nous, on met ça en avant, la biodiversité musicale. C'est une question de bonne santé. Et on trouve qu'à la musique, il y a des ressources qu'il faut aller encore chercher et investiguer. Mais c'est vertigineux. Et la phrase de l'année, c'est « T'as ton micro qui est coupé ». Oui. J'ai été frappé, Florent, tout à l'heure, vous disiez qu'en 2013, dans un cabinet culturel, on vous disait qu'il n'y avait pas assez de talent et qu'il n'y avait pas de quoi faire une programmation d'une radio. Je signale quand même que sur toutes les télés locales et BX1 en premier, c'est 100% d'artistes locaux. Et la radio qu'on a créée il y a 1 an et demi maintenant sur BX1+, c'est aussi 100% de programmation. Et je sais que l'RTB, Alexandra est là, a aussi lancé une radio digitale et quelques programmes où on fait aussi 100% de programmation Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, c'est faux, ça existe et c'est possible et tant mieux. Marc, c'est à vous de peut-être un peu nous expliquer du côté des salles, comment est-ce qu'on peut améliorer les choses? Est-ce qu'il y a une vision possible d'améliorer les choses pour peut-être donner plus de sécurité sanitaire dans les salles, par exemple? Oui, bien sûr. En fait, je voudrais juste pour rebondir sur tout ce qui a déjà été dit, pour moi, je pense pour les salles et certainement pour tout ce qui est secteur privé, mais quelque part, d'un autre côté, j'ai envie de dire, pour n'importe quel secteur, qu'il soit subventionné ou pas subventionné, la réelle reprise, c'est le retour à normal de la situation. Donc, il n'y a pas de tout ce qui va être
vécue tant par nous que par n'importe qui jusqu'au jour où le Covid sera derrière nous, ce ne sera qu'une situation où on va, comme le disait Florent, devoir être créatif, avoir des initiatives, faire des choses, mais ça ne va pas rétablir nos business models, que ce soit ceux des salles, ceux des promoteurs, ceux des artistes. Blanche le disait tout à l'heure, à un moment, c'est effectivement une passion, mais accessoirement, ça lui sert aussi de revenus mensuels. Donc, quelque part, moi, ce que j'ai préparé ici, j'ai préparé une petite présentation de notre côté pour montrer quelles sont les perspectives à moyen et long terme, le long terme étant jusque quand il faudra tenir dans une situation Covid. Après, une fois que tout sera passé, on sera retour à la normale et quelque part, les aides ou la façon dont on pourra tenir ne se discutera plus. Mais la grande question qu'on a tous, et par exemple, Pierre-Alain le disait tout à l'heure, c'est jusqu'à aujourd'hui, il a su survivre avec ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, mais si la reprise n'est que l'année prochaine au deuxième semestre, va-t-il réussir à survivre jusqu'alors? À mon sens, je ne parle pas pour Pierre-Alain évidemment, mais pour tout le monde, la réponse est non. Il faudra entre deux des aides, et à ce moment-là, il s'agira de savoir comment soutenir le secteur de la musique d'un point de vue financier, d'un point de vue soutien, pour pallier au fait que en fait, les dépenses continuent tous les mois à tomber. Donc voilà, je vais vous montrer, j'ai préparé une petite présentation parce que je consomme mes 3 minutes du coup. Je ne pouvais pas m'empêcher. Est-ce que vous voyez apparaître à l'écran? Pour l'instant, non, on ne voit pas encore. Alors, moi, il me dit qu'il est en partage. Non. Julien, est-ce que c'est dû au fait qu'on ait épinglé les… Je peux refaire un test. Voilà, et maintenant… Pas plus. Ah, si, voilà, c'est bon. Voilà, parfait. Donc, je voudrais présenter 3 choses qui sont pour nous nos perspectives. C'est qu'auprès de nos consommateurs, nos spectateurs, donc ceux qui sont déjà venus au Palais 12 et à la Madeleine, nous avons réalisé une enquête pour sentir un peu au moment de la reprise au mois de septembre leurs intentions d'assister à nouveau à des concerts ou non, et notamment suite à la crainte envisageable de risques sanitaires. Donc, on a effectué cette enquête au mois de septembre. Au niveau de la Madeleine et du Palais 12, on a posé en fait 5 questions et je vous montrer ici simplement les résultats. 22 500 personnes ont répondu. Nous, ça nous donnait juste un moment, quelque part, je trouve l'espoir fait vivre aussi. Si on n'a même pas d'espérance qu'il y aura des spectateurs chez nous, ça sert peut-être même à rien de parler d'une perspective à moyen terme pendant les périodes Covid. Et donc, sur ces 22 500, en fait, il y a 1000 personnes, donc un peu moins de 5%, qui ont répondu que même s'il y avait des mesures Covid sanitaires, ils n'iraient pas à des concerts tant que le Covid sévissait. 5% des personnes ont répondu qu'ils viendraient uniquement si un vaccin est en place. 7% des personnes ont dit qu'ils viendraient dans des petites salles, comme la Madeleine, par exemple, tant que des mesures sanitaires étaient prises. Il y a quand même 18% qui ont dit que ils n'iraient pas du tout à des concerts tant que le virus était là. Et 64% ont répondu positivement au fait que tant que des mesures sanitaires étaient prises, quelles qu'elles soient, ils viendraient au Palais 12 ou à la Madeleine ou dans n'importe quelle salle de spectacle de même ampleur. Et donc, c'était quand même un chiffre qui était rassurant de notre côté pour se dire, voilà, si jamais on rouvre, même en période Covid, il y aura des spectateurs qui viendront. Et à tous les niveaux de langage, donc que ce soit nord ou sud du pays, on a plus ou moins le même pourcentage. Donc, à chaque fois, environ 60% des personnes qui ont répondu qui disaient qu'ils viendraient au concert. Marc, pour être précis, c'est 62%, enfin 64% des gens qui ont un ticket aujourd'hui pour un concert. Non, ce sont des gens qui ont déjà par le passé, oui, tout à fait. Donc des gens qui par le passé ont déjà acheté des tickets au Palais 12 et à la Madeleine. On a envoyé en fait un mailing à la base de données des anciens détenteurs de tickets et on leur a demandé. Donc pour nous, et d'ailleurs la tendance est plutôt de ce style-là, sur ceux qui ont déjà des tickets, c'est quasi 100% des expectatives. Donc ceux qui n'ont pas demandé de remboursement jusqu'à aujourd'hui ont l'intention de venir au concert dont ils ont déjà des tickets. Donc ce sont effectivement des gens qui doivent encore acheter des tickets.
Et sur ces personnes-là, la moyenne, on a aussi, bon, j'ai un peu trié par moyenne d'âge, donc on voit plus la population, plus la moyenne d'âge grandit, moins évidemment on a cette volonté de venir, mais on reste quand même jusqu'à la tranche 60-74 ans, à plus de 50% de volonté, d'intention de participation à des concerts. Donc pour nous, et alors il y avait une toute petite, mais bon, ça ne correspond pas beaucoup à notre cible. De toute façon, on voit qu'il y a le taux est très faible au niveau des plus de 75 ans, évidemment, mais ça paraît malgré tout assez logique. La deuxième chose dont je voulais parler, c'était nos perspectives à nous de reprise. Donc en fait, on a maintenant 2 grandes périodes auxquelles on fait face. Il y a le premier semestre 2021, qui est, on le sait, encore un semestre où on va avoir le Covid qui sera, il faudra composer avec, d'une façon ou d'une autre. Ça n'empêche pas, à notre sens, et on l'a vu au mois de septembre, octobre, de malgré tout faire des choses, et le fait que les commerces soient encore ouverts, qu'on puisse encore aller au Carrefour, aller dans un magasin de meubles, aller dans une concession de voitures aujourd'hui, nous fait espérer que le mois de janvier, février, mars, bon, on ne le sait pas encore quand, on pourra rouvrir des salles pour faire des concerts. Maintenant, la question est simplement de savoir à partir de quand. Ce qui est certain, en tout cas quasi certain, c'est qu'on ne pourra certainement pas faire de concerts debout d'ici la fin du mois de juin. On sera beaucoup plus reparti sur la formule de ce qu'on avait au mois de septembre, sur des concerts assis avec une limitation fort probable de capacité. Maintenant, encore une fois, on est dans le flou aujourd'hui complet. Ce n'est pas du tout une critique du politique non plus, c'est une réalité. C'est qu'on n'a aucune idée de quelle capacité on va parler. On peut espérer qu'on revienne dans les anciennes capacités qui avaient été validées, enfin qui avaient été instaurées par la ministre Linard, donc c'est-à-dire de chaque bulle est séparée par un siège. Ça, les salles de spectacle du coup avoisinaient aux 60%, 70% de leur capacité assise. Maintenant, rien ne nous dit qu'on va revenir à cette formule-là. On a un nouveau gouvernement depuis, donc est-ce qu'on va revenir à tout autre calcul, à plus, à moins, ça c'est la grande question. Vous imaginez bien que si aujourd'hui on se pose la question, on est le 15 décembre, il nous est impossible de programmer un concert en janvier, février, mars, puisqu'on n'a aucune idée de quelle capacité sera possible. Marc, passons à la troisième partie. Oui. Avancée. J'allais simplement... il y a une partie qui est importante pour la partie Covid, malgré tout, c'est que tant que le Covid sévit, je pense qu'on ne pourrait pas espérer d'avoir des dates qui se confirment, où on aura peu d'espoir si on n'a pas un fonds de soutien, une assurance qui enlève le risque que prendrait n'importe quel organisateur ou promoteur d'organiser un concert en ayant cette épée de Damoclès dont je parlais tout à l'heure, du fait que on ne sait jamais qu'on se retrouve dans un 3e confinement et que du jour au lendemain, on doit annuler le concert. Si on se trouve dans la mauvaise date, imaginons on est la veille du concert, le matériel est peut-être déjà dans le camion, peut-être qu'il est déjà monté dans la salle de concert, quelqu'un va devoir assumer ses frais. Peut-être la salle, peut-être le promoteur, peut-être l'organisateur, peut-être l'artiste, peut-être Step in Live, mais quelqu'un va devoir payer et c'est injuste pour ceux qui ont pris le risque de faire le concert, de en fait réactiver quelque part l'activité, que en fait ce soit lui le payeur. Donc ça nous paraît un point très très important. Je vais passer effectivement les points pour aller plus vite. Donc les perspectives à long terme, aujourd'hui théorique, et ça reste un scénario optimiste. On ne parle évidemment que d'une reprise qu'à partir du mois de septembre, comme le disait Pierre Alain. Aujourd'hui, au mois de septembre, les calendriers de toutes les salles en Belgique, je pense, reviennent à la normale. Éventuellement, avec même un espèce de surplus inhabituel, vu qu'on a déporté une moitié d'année du semestre de 2021 à la deuxième moitié. Donc, on a des calendriers qui sont relativement corrects, avec du concert debout. Mais quelle est la question du Covid. Maintenant, ce que nous, on pensait, pour répondre à ta question, Jean-Jacques, c'est qu'un des aspects qui sera, nous, on pense, très important pour les salles, pour les restaurants, pour les entreprises, pour les transports en commun, je pense qu'il y aura un enjeu de la qualité de l'air. La qualité de l'air, et là, je vais rejoindre ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est qu'il y aura un après-Covid, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il ne faudra pas malgré tout apprendre des
bon, peut-être pas des erreurs du passé, mais en tout cas en tirer les leçons, de savoir que voilà, il peut y avoir des agents contaminateurs, il peut y avoir des virus qui circulent. En ce moment, c'est le Covid-19, il pourrait y en avoir d'autres. Si c'est d'autres, est-ce qu'on est déjà prêt à faire face à cette nouvelle crise, à une nouvelle crise qui sera peut-être de la même ampleur ou peut-être pire? Donc, la question de la qualité de l'air va être, on pense, nous primordiale, que ce soit, comme je le disais, dans les espaces publics, mais aussi peut-être dans les maisons. Et ça, c'est une question qui commence un peu à venir sur la table. Au Palais 12, on a déjà installé des purificateurs d'air qui permettent, en plus de la ventilation de la salle qui est déjà relativement correcte, comme dans beaucoup de salles d'ailleurs, hein, que ce soit à Sport Palace, Forêt Nationale ou le Cirque Royal, toutes les salles ont des très bons systèmes de ventilation aujourd'hui puisqu'il y a des normes là-dessus. Mais en plus de ces ventilations correctes, on peut placer des purificateurs d'air qui vont tuer les virus qui sont dans l'air ambiant. Ça, ce sont des choses qui existent et qui permettent de protéger un peu plus la population et aussi de faire que ce n'est pas parce qu'on est à un concert qu'on va aller propager des virus et que ça devient sanitairement moins risqué. Il y a peut-être des technologies comme celle-ci qui permettront d'augmenter la qualité et de diminuer les risques et même en cas de grippe, par exemple, de diminuer la propagation d'une simple grippe, qui est de toute façon dommageable à n'importe quelle société qui veut fonctionner correctement. Merci Marc, et merci d'avoir mis le turbo à la fin, mais c'est intéressant, je crois que ça valait la peine. David Dehart a mis dans le chat un lien vers une autre étude sur l'impact sur les salles, l'impact du Covid. Bernard Clairfailly, je vous posais la question, vous avez entendu là pas mal d'idées, de demandes. Est-ce que vous voyez, vous, une issue aussi peut-être de ce fameux grand plan d'investissement à réaliser, comme parlait Florent? Est-ce que c'est une idée à creuser côté politique? C'est certainement une idée à creuser, mais je crois que la première des choses, et on vient de l'entendre dans plusieurs interventions, et ça rejoint un peu ce que je disais dans la première, on a besoin de prévoir, on a besoin de se fixer une perspective claire sur laquelle on peut bâtir et construire quelque chose. Donc aujourd'hui, la première des urgences, d'autres l'ont dit avant moi, c'est la fin de la crise sanitaire et de toutes les menaces qu'elle fait peser sur quelque activité que ce soit. C'est la même chose pour ceux qui comptent partir en vacances que ceux qui veulent aller au concert ou organiser un concert. Donc, on a besoin de prévoir il faut donc espérer que la mise en place du vaccin et les conditions dans lesquelles tout cela se fera, on le saura plus au début de l'année prochaine, permettent d'entrevoir septembre comme une date à laquelle toutes les activités collectives peuvent reprendre et donc alors on peut construire un chemin de retour vers la normale. La deuxième chose, on l'a dit, il faut qu'on travaille sur le statut d'artiste et il faut que ces crises aient au moins révélé le besoin de trouver des solutions là-dessus. Tous les partis ont des propositions, je ne vais pas revenir là-dessus. J'entends aussi, on a besoin d'un plan d'investissement. En entame, on nous disait que c'est un secteur qui est sous-financé, qui a besoin de financement supplémentaire, etc. Comme économiste, je réagis d'abord en disant que la crise sanitaire, elle a créé une gigantesque crise économique. C'est une baisse de 10% du niveau d'activité globale. Les pouvoirs publics sont aussi plus pauvres puisqu'ils se financent de l'impôt des recettes prélevées sur l'activité économique. Et donc, on est face à un besoin où les demandes, à un moment où les besoins et les demandes sont gigantesques, et les moyens du politique, donc les moyens du collectif, de l'action collective sont réduits. Donc, on a envie de dire oui, mais on sera dans cette difficulté-là. Donc, on ne peut sûrement pas construire des plans de relance sur des choses fragiles, parce qu'ils nous coûteront deux fois. On a besoin de construire sur du solide. Et puis, j'ai envie de dire une dernière chose. On a beaucoup dit dans cette crise, au début de la crise, quand il nous manquait des masques, qu'il fallait qu'on fabrique les masques chez nous. Et le grand message, c'est relocaliser les industries essentielles. Voilà, avec le débat qu'on a maintenant sur la musique, les enjeux du streaming et autres, on doit avoir la même logique de relocaliser les industries essentielles, autrement dit, essayer de mieux soutenir la production artistique de chez nous. Il y a des acteurs ici dans votre panel qui le font. Peut-être mieux s'organiser, mais ça relève des grandes règles internationales pour mieux défendre nos artistes contre le départ de valeur ajoutée vers des boîtes internationales. C'est un débat qu'on a mené au niveau européen, mais voilà, on doit essayer d'inscrire le soutien au secteur culturel et musical dans cette volonté de relocaliser les industries essentielles. Voilà ce que je veux dire. Donc ça impliquera sans doute peut-être faut-il repenser les lieux d'offre, hein, les salles, les réseaux ou les activités économiques qui sont derrière, comme toute la troisième vague, pas seulement la deuxième vague, mais la troisième vague, troisième ligne.
Voilà, relocaliser les industries essentielles, ça doit être un leitmotiv que nous, du côté politique, on doit pouvoir entendre, mais auquel on doit tous travailler ensemble. Pierre-Alain, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, voilà, juste pour compléter, et aussi en termes de perspective, je trouve que ce que Florent disait tout à l'heure est fondamental. On a découvert, grâce à cette crise du Covid, la grande solidarité qu'il pouvait y avoir entre les différents acteurs, opérateurs de ce monde culturel que je vais appeler, auquel je vais mettre un grand C. Mais cette crise du Covid a aussi permis de mettre en évidence que, du point de vue des politiques, la perception du monde culturel était tout autre, et que nous étions en fait scindés en deux grandes familles, une famille de personnes subsidiées, et attention, je ne vais pas faire le procès du subsidié, que du contraire, hein, qui reçoit à différents niveaux et sans doute d'une manière très désorganisée, parfois certains de gros subsides, d'autres de petits subsides. C'est loin d'être parfait aussi de ce côté-là, mais il y a un système qui fonctionne vaille que vaille, du côté des subsidiés, et puis il y a le non subsidié, c'est-à-dire des gens qui n'existent pas. Vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes que j'ai rencontrées, que ce soit au fédéral, que ce soit dans les 3 régions de ce pays, que ce soit dans les différents gouvernements, Fédération Wallonie-Bruxelles. Enfin, j'ai rencontré énormément de monde grâce à Your Culture, No Future et la task force du non subsidié. Et toujours avec la même question, qui est de dire à qui devons-nous nous adresser? Et 9 mois après, 10 mois après, je n'ai toujours pas de réponse. Alors, je sais que la Belgique est un pays très complexe, mais si pour le futur, nous devons travailler sur certaines pistes, et ça a été évoqué aussi, je pense qu'il est fondamental qu'on puisse comprendre qu'il y a une culture en Belgique, qu'il n'y a pas 2 cultures, qu'il n'y a pas 2 systèmes, parce que ce système fait que moi, je travaille avec Blanche, enfin, dans notre société, un de mes associés, de mes collègues, organiser la tournée de Blanche. Bon, ça ne se fait pas, mais je veux dire, et on travaille avec des salles comme le Palais 12, mais on travaille dans des centres culturels aussi. Mais aujourd'hui, en tant que, et c'est une réalité, la réalité d'aujourd'hui, c'est que cette 3e ligne existe. Et derrière la 3e, il y a la 4e et la 5e. La 4e étant mes employés et la 5e étant tous les intermittents. J'en ai 165 qui travaillent quotidiennement pour moi. Et dans les 165 personnes, il y a 25 sans droit. Alors certains, dans les 25, ont eu accès au chômage grâce à la loi du 7 juillet, mais certains des gars qui bossent pour moi ont dû attendre le 2 novembre pour enfin recevoir 1 euro de l'État. Le 2 novembre, je les ai arrêtés le 12 mars. Donc je pense qu'il est fondamental pour le futur que l'être humain, le travailleur de ce secteur, quel qu'il soit, artiste, manutentionnaire, soit pris en compte pour ce qu'il est. Le statut d'artiste, c'est très bien, mais que mettons derrière le mot artiste? C'est fondamental. Deuxièmement, préserver des employeurs qui donneront du travail. Pierre-Alain, Bernard réagissait à ça, et après je vous donner la parole à Sébastien Bourse pour terminer. Je ne vous entends pas, Bernard, le micro. J'entends, j'espère que ce message sera relayé, je le relayerai à ce que moi je peux faire vers d'autres responsables politiques. Voilà. Il y a le débat sur le statut d'artiste, et quand on dit artiste, ce n'est pas seulement l'artiste au sens créatif, c'est aussi tous les métiers d'intermittents et tous les métiers de service qui sont derrière, qu'il faut essayer d'envisager, en tout cas ceux qui sont des statuts plus précaires ou plus intermittents, pour parler clairement. Il y a de fait, dans tous ceux qui fonctionnent, vivent dans le monde de la culture, vous l'avez souligné, les statuts différents. Il y a ceux qui sont je sais pas, dans des structures qui sont largement subventionnées, ou des statuts parfois des statuts pérennes, comme celui qui est professeur à l'académie puis qui peut faire un peu de prestations à côté, ou voilà, ceux qui ont déjà un montant fixe, et ceux qui sont totalement dépendants de la prestation du public, de l'existence d'un public. On n'a pour l'instant plus de public, on n'a maintenant plus d'activité pour des raisons qui sont non maîtrisables, mais malheureusement. Il ne faudrait pas dire que l'ensemble de ce qui est fait dans la culture dépend de subsides ou de montants publics, parce que très vite, ça ferait étioler, à mon avis, tout ce qui est la créativité
la malléabilité, la créativité, la souplesse qu'il y a dans la créativité culturelle. Ici, Bernard Carfailly, la question est plutôt de 8 mois sans aide pour des gens qui n'avaient pas de statut. C'est pourquoi est-ce qu'il faut attendre si longtemps, finalement, pour arriver à débloquer un petit pécule pour ces gens-là? Pourquoi attendre 8 mois? Ben, je suis incapable de répondre à cette question si je ne connais pas le détail des dossiers de ces personnes. Voilà, en Belgique, il y a toute une série de règles assez larges de prise en charge de ceux qui sont en absence de revenus. Et pourtant, il y a encore des gens qui échappent. C'est bien pour ça que la région bruxelloise a instauré une aide supplétive, parce qu'on s'est rendu compte que malgré tous les mécanismes, il y avait encore des gens, intermittents, artistes et autres, qui n'avaient reçu rien, enfin, pratiquement rien. Et le seul dernier recours, c'était alors d'aller au CPS, qui n'était pas le choix d'une série de personnes, en espérant une reprise plus rapide des activités. Voilà, on a un système politique relativement redistributif et relativement large en termes de prise en charge, et pourtant il connaît des failles, et la crise en démontre toute une série de failles, donc il faut maintenant les examiner, voir comment on peut y répondre. Mais je ne connais pas le statut particulier des personnes dont parle M. Brevelt maintenant, et je n'ai pas de réponse. Non, on s'est beaucoup moqué du nombre de ministres de la Santé, on pourrait se moquer aussi du nombre de ministres de la Culture, enfin, qui ont des compétences en matière culturelle, puisqu'il y en a dans tous les gouvernements, en fait. Voilà, mais ça, je ne voudrais pas vous emmener dans un débat institutionnel, mais c'est clair que ça pose problème. Non, c'est aussi parce que justement, et ceci le prouve, la culture, c'est plusieurs choses à la fois. La culture, c'est à la fois de la créativité, des artistes, un spectacle, une émotion qui est partagée à travers la prestation artistique, et ça, c'est le volet culture. Mais il y a aussi derrière une activité purement économique, qui est d'organiser des concerts, de faire de la publicité, de faire venir du matériel, d'imprimer des disques, de vendre des disques. Il y a un aspect culturel dans le CD, mais il y a aussi un aspect de pure activité économique. Et la culture, c'est les deux à la fois. Et quand on parle du statut des artistes, c'est la question de la reconnaissance ou non de l'inscription à l'ONEM et d'avoir des droits particuliers à l'ONEM. Ça, c'est indépendant, entre guillemets, qu'est-ce que je veux dire, de la qualité culturelle de la personne. C'est une question d'heures de travail et d'heures de prestation. Et donc, ça ne relève pas du champ de la culture. Ça relève du champ de l'activité économique et de la reconnaissance. Et pourtant, la culture en dépend. Et voilà, c'est un peu ça qu'on… La culture est très importante. Je suis convaincu que la musique et la culture sont aussi essentielles, nous permettent de sortir d'espèces d'états de crise et de dépression dans lesquels on se trouve dans cette crise Covid. On a besoin de culture pour tenir le coup et pour s'en sortir. Alors, je voudrais terminer avec un message d'espoir. C'est Sébastien Bourse de Playwright qui veut nous parler d'un système de rémunération qui va être amélioré en matière digitale, je crois, Sébastien. On vous écoute. En fait, ça fait déjà plusieurs années qu'il existe une directive au niveau européen qui veut permettre aux artistes d'obtenir aussi une rémunération équitable lorsqu'ils ont une œuvre qui est utilisée sur les plateformes de streaming. Donc, cela vaut pour les Spotify, Deezer en termes de musique, mais ça vaut aussi au niveau audiovisuel avec des plateformes comme Netflix. Et il se fait qu'il y a pas mal de pays européens qui ont déjà avancé dans cette implémentation. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de l'Espagne. Donc, l'Espagne a été un des pays les plus touchés par le coronavirus. Mais chez eux, il y a déjà eu une implémentation de cette fameuse directive qu'on appelle Digital Single Market. Et cela a permis à la culture de s'en sortir peut-être un petit peu mieux qu'en Belgique. Parce que chez nous, on attend toujours cette transposition. Et le délai européen est de juin 2021, donc on y arrive très, très vite. Et donc, ma remarque est simplement de dire que le digital prend de plus en plus de place au niveau de la culture. Au plus vite, on ne permettra d'avoir de l'argent que l'on pourra puiser au niveau de ces grosses plateformes, mais au plus vite, cet argent rentrera au niveau de la culture. Et actuellement, avec le corona, qu'est-ce qui donne encore plus de rémunération à un artiste que ces utilisations digitales? Je ne vois pas. Donc, je pense vraiment que ça peut être une piste de solution. Au plus vite on avance sur cette transposition, au plus vite on pourra réinjecter un peu d'argent dans la culture. Merci Sébastien, cette info est importante et intéressante. Je vous remercie tous de votre participation à notre panel d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous en mai 2021 pour la soirée des Octaves. J'espère qu'on pourra inviter les lauréats des Octaves 2020 et j'espère qu'on pourra réaliser cette belle soirée dans la salle de la Madeleine avec l'aide de Vincent Tempels et Pierre-Alain Brevel et avec tous les artistes, Nicolas,
Blanche et Florent qui nous aidera aussi, et Chloé qui viendra écouter, et Bernard qui certainement nous soutiendra de sa présence également. Merci à tous d'avoir participé. N'hésitez pas à nous envoyer des mails. Donc, on a tout enregistré et on vous préviendra tous du lien pour réécouter ou partager ce qui a été dit, des choses intéressantes. Et en tout cas, merci de votre participation et à tout bientôt pour tous. Au revoir. Vous pouvez rallumer vos micros pour nous dire au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Jean-Jacques, merci. Et merci à tous. Merci. Merci beaucoup.